Alors, quand je vous ai dit que c'était une émission un petit peu particulière, c'est parce qu'en fait, Thomas, figure-toi qu'on va débuter tout de suite par le journal des vaguelettes. On va débuter par le journal des vaguelettes. Après, on va faire du Trumpland. Et puis, si on a à la fin qu'il nous reste quelques minutes, on se dira au revoir avec le sourire, avec ces quelques vidéos que vous aimez toujours. Il y a de l'animal, il y a de la cuisine, il y a du bébé, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, c'est un sujet que j'avais prévu pour l'émission d'hier, où évidemment vient s'additionner ce qui s'est passé ce matin, ce qui s'est passé il y a 1 heure au bureau Oval avec la visite de Mark Carney, le Premier ministre. C'était une vidéo, une partie de l'émission consacrée à l'effet Trump. Et oui, pour une fois, dans notre journal des vaguelettes, on va mettre en avant Donald Trump. Parce que Donald Trump a un effet positif de vaguelettes, hein, sans le savoir, inconsciemment. S'il le sait, il le sait, on va le voir. Il a un effet sur le reste du monde. Et justement, on va en parler 2 secondes parce que si on n'en parle pas aujourd'hui, on n'en parlera jamais. Il y a eu, vous le savez, la semaine dernière des élections au Canada. Hein, on a suivi ça avec ces courbes qui se sont croisées pour permettre au ministre libéral, donc Carney, d'être élu et aux libéraux de garder le pouvoir après plus de 10 ans en place. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'Australie, vous allez voir, les élections étaient ce week-end. Et en parlant de courbes, je pense qu'on a à peu près, va nous montrer où est les courbes, vous allez voir, il y a eu exactement le même phénomène. Où les couleurs sont inversées. Hein. C'est en rouge, c'est le centre-gauche australien, et en bleu, c'était le parti qui était plus le parti de Pete Dutton, qui était plus pro-Trump, hein, c'est un petit peu, on peut faire le parallèle entre Dutton et Poilievre, c'est-à-dire c'est des gens qui sont passés devant dans les sondages, on voit à partir de l'été 2023, en copiant ce qui se passait aux États-Unis. Et puis, vas-y, on ouvre le dossier, on revient sur notre une du Drudge Report, encore une fois, où on se rend compte que ça a commencé par le Canada, maintenant c'est l'Australie, que le Parti travailliste revient au travail, revient au pouvoir, revient au pouvoir, et que c'est un bump anti-Trump. Donc voilà, les gens sont allés voter massivement parce que lorsque les résultats sont terminés, l'écart était encore plus grand pour le candidat qui leur semblait le mieux équipé pour s'opposer à Donald Trump. Si ça, c'est pas un effet vaguelette, Thomas, hein, tu peux avancer dans les articles. Je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'était l'article du Wall Street Journal en expliquant que donc Anthony Albanese revient au pouvoir parce que en fait les électeurs face, hein, et c'est quelque chose dans le chat, vous pouvez nous en parler, amis québécois qui êtes là, c'est quelque chose que vous avez vécu au Canada, c'est que à un moment où Trump incarne au minimum une instabilité et au pire un danger, on se tourne vers non seulement le candidat qui paraît le mieux en position de résister, mais celui qui propose des solutions les plus stables. On va avancer dans cet article. Et donc voilà, c'est encore une fois, ils expliquent on en parle moins parce qu'on a beaucoup parlé, on parle beaucoup des frais douaniers vers la Chine et des frais douaniers vers le Canada, mais en gros, l'Australie, ils ont 35% de frais douaniers aussi. Et ça vient tout perturber l'économie. Il y a l'abandon de l'OTAN et cette proximité idéologique et diplomatique et géostratégique avec la Russie. Et donc tout ça. Et là, vous voyez que même si c'était plus serré qu'au Canada, c'est quelqu'un qui, au début de l'année,
hein, celui qui a gagné, donc le nouveau Premier ministre, il était en retard dans les sondages il y a encore 3 mois. Et c'est parce qu'il y a cette menace Trump que les électeurs sont allés voter massivement pour lui. On va continuer, Thomas, dans cet article-là. C'est ça, et à chaque fois, c'est des records. C'est exactement des records. C'est que ça fait plus que 20 ans qu'un Premier ministre australien est élu une deuxième fois en second term. C'est ça l'effet Trump. C'est fou, c'est comme juste de voir aussi, de voir que c'était encore un candidat qui était en position de perdre. Et il y a eu l'effet Trump. Il y a eu l'effet Trump. Ouais. C'est vraiment fou, ça. On est vraiment dans ça. Et regardez, hein, ça c'est l'analyse du Washington Post qui va dans la même idée en expliquant, voilà, retard dans les sondages, peur de Donald Trump, peur de l'instabilité créée par Trump. On choisit le ministre l'homme politique qui a l'expérience, qui est le moins extrémiste, qui s'est toujours opposé à Donald Trump, et surtout, on va le voir, qui s'est positionné sur des sujets qui aujourd'hui sont importants par les électeurs. Et quand les électeurs... Et là, c'est intéressant, et du coup, ça donne énormément de sens à notre émission, c'est que dans plusieurs articles, il y a des électeurs... je suis allé sur les médias, et entre autres, je vous conseille d'aller voir le compte de ABC, mais pas ABC News, c'est ABC, c'est aussi le nom de la chaîne d'information en Australie, avec énormément de personnes interrogées qui expliquaient que ils avaient vu ces derniers mois Elon Musk et Trump couper les services sociaux, alors que les systèmes ne sont pas forcément pareils. Et que donc, ils se sont dit, OK, ce qui risque d'arriver, c'est que si on fait venir ce genre de personnes au gouvernement, c'est de perdre ces services-là. Et donc, les électeurs disent, non, nous, on veut pas que la même chose qui arrive. Et donc, vous avez le témoignage du plus grand éditorialiste du Sydney Morning Herald qui s'appelle Sean Kelly. Et il dit, mais en fait, c'est Trump qui a été le sujet dominant de ces élections en Australie. Et cette deuxième phrase sur le fait que son boringness était quelque chose de bien, donc le fait qu'il soit pas animé, qu'il soit voilà un peu plus calme et stable, en fait c'est exactement ce que Jean-Marc Léger est venu nous dire par rapport à Carney, le fait qu'il vient de la finance, qu'il n'a pas des discours où il part en folie et tout ça, c'était quelque chose que les gens recherchent en ce moment, parce qu'on vit dans un monde, dans un temps qui est aussi fou, où tu sais jamais ce que Trump va dire ou faire. D'avoir un candidat qui représente du calme et du normal, c'est devenu une force. Ouais, exactement. Alors, on a un dernier extrait de ce papier, et donc vous voyez comment les thèmes sont venus. Hein. Je vous parlais de la peur de Doge. Comment c'est venu dans la campagne. Donc Dutton, Pete Dutton, c'était le candidat qui était opposé aux travaillistes, donc le candidat pro-Trump, même si ces dernières semaines de campagne, il a essayé comme Poilièvre, il a essayé de dire non, c'est pas ça, c'est pas du tout, c'est pas moi, c'est l'autre. Et vous voyez qu'on disait, voilà, il faut Dutton est lié à, c'est comme si on avait Doge qui arrivait. Donc c'est vraiment devenu un épouvantail. Ouais. Extrêmement fort. Et il y a un autre parallèle à faire entre l'Australie et le Canada, c'est que vous le savez au Canada, j'espère que vous le savez en France, mais vous le savez au Canada et au Québec, c'est que Poilièvre, donc qui a incarné ce modèle Canada First, ce modèle pro-Trump qui lui a permis d'exploser dans les sondages. On se rappelle de cette courbe avant de s'effondrer et de perdre, lui-même a perdu son poste. Hein. C'était un élu de la Chambre et il a été lui-même balayé au niveau de l'élection. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Pete Dutton. Donc on a un cliché. Hein. Donc vous voyez, c'était il y a le back on track qui est une certaine manière de dire make America great again. Back, donc, c'est toujours revenir sur une autre époque. Exactement. Et donc Dutton a été battu.
Et il a été battu par une femme. Il a été battu par une femme, une ancienne journaliste qui s'appelle Ali France, comme son nom. Donc là, on la voit avec son fils et avec son père. Et Ali France a une particularité, c'est que justement, elle incarnait les besoins des Australiens pour un modèle où il y ait le minimum quand même de matelas social et surtout en termes de santé. C'est quelqu'un qui a failli mourir dans un accident de voiture. Vous voyez, elle a été amputée. Depuis, elle est devenue une athlète. Une athlète en Australie. C'est une ancienne journaliste et c'est quelqu'un qui a basculé vers la carrière politique lorsqu'elle a été mis face à ces drames en se disant voilà, il faut préserver ça. S'il n'y avait pas eu le système de santé et le système social, y compris, elle a eu un autre drame dans sa vie, c'est que son enfant est mort de leucémie, excusez-moi, leucémie, c'est en anglais, donc de leucémie. Et donc, elle a dit, voilà, ce modèle-là que nos hommes politiques critiquent, en fait, c'est ce qui m'a permis de passer, de survivre. Elle est une mère célibataire, elle est, vous l'avez vu, partiellement handicapée. Et donc, sans ce système, elle n'aurait pas existé. Et ce sont des valeurs qu'elle est venue défendre et elle a été élue. Et surtout, ce qui a étonné tous les observateurs de cette élection, c'est non seulement l'ampleur de la victoire du Parti travailliste, mais la participation. On a eu des images complètement folles de gens qui attendaient plusieurs heures pour aller voter, parce que voilà, c'était vraiment important d'aller voter pour préserver l'Australie de Trump. Donc voilà, c'est notre journal des vaguelettes, c'est l'effet Trump, et ce n'est pas terminé, parce que lorsqu'on regarde la situation mondiale, on se rend compte que cet effet Trump, il touche à d'autres élections. Il y a, par exemple, on a vu donc l'effet Trump avec le Canada, donc l'Australie, l'Allemagne. Rappelez-vous l'Allemagne où on estimait que le parti AfD de l'extrême droite, soutenu par J.D. Vance et soutenu par Elon Musk, allait cartonner. C'est l'effet contraire qu'il y a eu. Et donc, c'est un effet, vous voyez, c'est une analyse que vous propose le Washington Post, qui dit, voilà, c'est complètement fou de penser que le second terme de Trump, au bout de 100 jours, a cet effet sur les autres pays. C'est vraiment une vaguelette. Et c'est là pourquoi je voulais aussi parler de ça, parce que, comme je vous le disais il y a quelques minutes, pour moi, ça donne tout son sens à l'émission et de continuer à faire l'émission aujourd'hui dans des conditions qui sont difficiles. On ne va pas rentrer dans les détails, mais nous, tous les jours, on se pose des questions sur est-ce que c'est la bonne chose ou pas de continuer cette émission, pas par rapport à des envies, pas par rapport au travail, mais par rapport à la situation extérieure. On en parlera un jour, qui est de plus en plus tendue. C'est une réalité. Mais quand je vois ça, je me dis, plus on vous informe, vous, Européens, Canadiens, mais Européens, parce qu'il y a des échéances électorales qui arrivent, et entre autres en France, plus on vous informe de la réalité de ce que c'est d'aller voter pour des représentants de cette vague populiste, plus vous ferez le contraire et vous deviendrez des vraies vaguelettes à vous investir dans cette campagne, à vous assurer que les gens autour de vous aillent voter, à vous assurer que s'il y a la nécessité d'aller voter par procuration, chaque fois les partis politiques ont toujours des listes de personnes qui désirent voter par procuration, c'est des choses que vous pouvez faire. Et donc, pour moi, quand je vois tout ça, en disant voilà, c'est une opportunité qui se présente pour tous les partis de centre-gauche dans le monde entier, tous les partis pro-démocratie en opposition à Donald Trump, je me dis, tiens, c'est pour ça qu'il faut continuer à vous informer sur les dangers de ce qui est en train de se passer pour que vous ne fassiez pas la même erreur que le peuple américain a fait le 5 novembre dernier.
Ouais, c'est exactement ça. On a parlé depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme vaguelettes? Parce que ces vaguelettes, même quand ils sont espacés autour de la planète, quand ils viennent ensemble, ils forment des vagues. Et là, on voit des vagues. Certes, ce n'est pas de partout. Certes, ce n'est pas encore la vague qui va faire chuter le mur, si vous voulez. Mais tout ça, ça s'additionne, ça s'accumule et c'est important. Donc, c'est bien de commencer l'émission comme ça. C'est bien de présenter aussi l'autre côté parce que c'est sûr, c'est facile de tomber dans cette espèce de trou noir d'actualité qu'il y a ici. Mais voilà, c'est notre réalité, c'est que autour du monde, il y a des vaguelettes qui se mettent debout, ils disent non, on ne peut pas permettre ça, on ne peut pas permettre ça chez nous. Et donc, de notre manière, on essaie de contribuer à ça. Exactement. Mais évidemment, donc, c'était en plus, ça nous sert, ce dossier-là. C'est pour ça que je voulais commencer l'émission sur le journal des vaguelettes, parce que ça nous sert. Je pense qu'il y avait peut-être un deuxième là, en expliquant, ouais, regardez, il y a la Corée du Sud, il y a le Japon qui est impacté plus que jamais. Et c'est pas pour rien que le Japon, qui devait être le premier pays, selon les rumeurs, à trouver un accord avec Donald Trump en termes de frais douaniers, du jour au lendemain, ils ont changé, les Japonais ont changé radicalement de position en disant que ce que demandait Trump était inacceptable parce que aujourd'hui, si vous voulez un avenir politique dans votre pays, vous ne pouvez pas apparaître comme quelqu'un qui est faible face à Donald Trump. Ce n'est ni faible ou qui collabore avec lui. Et donc, on voit, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, ce n'est pas terminé. Et donc, évidemment, c'était une partie, une introduction parfaite. Alors, je surveille en même temps parce qu'il y a la conférence du Premier ministre, justement, Carney, qui vient de sortir de la Maison-Blanche. C'est quelque chose de majeur. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et évidemment, ça c'est de la parfaite introduction pour parler de la visite de ce matin et pour utiliser dans le chat, hein, si vous l'avez, notre ami David. Hein, je vous rappelle, si vous découvrez l'émission, si vous êtes un membre Team Maintenant Média, vous pouvez utiliser ces emojis. Et pourquoi David, la marmotte, vous comprenez, le castor, excusez-moi, c'est Maggie la marmotte en Europe, le castor, je me trompe dans les animaux, le castor parce que évidemment le Canada. Mais pourquoi David? David contre Goliath, et évidemment c'est vraiment un thème très très fort aujourd'hui, Goliath étant l'Amérique de Trump. Et donc c'est le moment de l'utiliser. Et on va démarrer par ce moment de cette visite du Premier ministre canadien, où justement Trump, lorsque je vous disais, voilà, il est au courant de cet effet, hein, qui est un effet négatif pour lui, hein, qui est un effet inversé, où il devient une vaguelette de manière improbable. Il a commencé il a commencé cette conférence de presse sur ça. Aussi pour se tresser des lauriers en expliquant qu'il pourrait prendre la gloire et le crédit de la victoire de Carney la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, il est conscient de cet effet-là et de l'effet négatif pour lui, de l'effet positif pour nos démocraties. On l'écoute tout de suite. Hello, Canada. Thank you very much, everybody. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney with us. As you know, just a few days ago, he won a very big election in Canada. And I think I was probably the greatest thing that happened to him, but I can't take full credit. His party was losing by a lot, and he ended up winning, so I really want to congratulate him. It was probably one of the greatest comebacks in the history of politics, maybe even greater than mine, you know. On le sent presque jaloux. Hein. On le sent presque jaloux. Mais moi, je trouve que c'est excellent. C'est excellent. C'est à cause de lui et grâce à lui, quoi. C'est fou. C'est cette petite pause quand il dit c'est un des meilleurs comebacks de l'histoire. Peut-être même mieux que le mien. Ouais, non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il sait que si c'est pas lui, jamais ça se passe. C'est-à-dire, face à lui, il a un gars qui a fait un des exploits politiques les plus importants de l'histoire moderne de la politique, mais c'est parce que tu es là, quoi. Donc c'est une situation extrêmement particulière.
Et avant de rentrer dans différents extraits, vous inquiétez pas, on en a quelques-uns. En fait, deux choses dans l'analyse. Un, comme je l'ai écrit à un moment où ça se passait, j'ai trouvé que c'était une très bonne performance. Je le dis, au-delà de... Je ne vote pas au Canada, donc au-delà de toute couleur politique, je trouvais que c'était une très très bonne performance de Carney parce qu'il a compris comment maîtriser, j'ai pas dit manipuler, mais on n'en est pas loin, Donald Trump. C'est-à-dire qu'il sait comment le complimenter. C'est important, on l'a vu quand Emmanuel Macron aussi était là, lorsque le Premier ministre britannique aussi est passé. Donc cet équilibre entre le complimenter et en même temps rester ferme. Il a su rester ferme dans ses positions, attendre que Trump termine pour le corriger. Il a fait du fact-checking en direct, c'est assez rare. Et donc ça a été, pour moi, c'est une très très bonne performance. Et surtout quand on la compare avec Zelensky, bon, le piège était différent, le temps était différent, ils en ont parlé. Mais je pense que c'est la manière aujourd'hui de se retrouver face à Donald Trump. Parce que Donald Trump, et c'est mon deuxième point, il m'apparaît comme tous ces trolls, parce que c'est un troll finalement, comme tous ces trolls qui sont très 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 forts derrière leur clavier. Et puis une fois que vous êtes à côté, que vous les regardez dans les yeux, vous voyez, McCartney, il baisse pas la tête ni quoi que ce soit, il le regarde dans les yeux, et que vous tenez votre position et que vous le mettez en avant. Regardez cette image, elle est folle en termes de langage corporel. Vous avez Carney qui est tout droit, et tout droit, il regarde, et regardez celui qui inconsciemment part en arrière quand il parle, parce que contrairement à son discours de je suis l'homme le plus fort de la planète, le plus courageux, etc., Donald Trump, globalement, il est faible. Et donc, l'exemple de ça, c'est que 10 minutes avant que la conférence de presse commence, Trump, sur Truth Social, encore une fois, il va faire le fanfaron. C'est-à-dire qu'il va faire ce message où il explique qu'on n'a pas besoin du Canada, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, attention, ça va chauffer. Ouais. En gros, le Canada vient nous voler, il n'a pas dit violer cette fois-ci, mais on n'en est pas loin. Tout cette espèce de discours dont il est le champion du monde sur les réseaux sociaux et lorsqu'il passe sur Fox News, c'est quelque chose, je ne sais pas Thomas si tu t'en souviens, moi j'ai pensé à ça, qu'on avait vécu pendant le débat, et c'est pour ça qu'il n'en a pas voulu d'un deuxième, le débat face à Kamala Harris, qui lui avait tenu tête. Et dès qu'il a quelqu'un qui lui tient tête après, ça le déstabilise complètement. Et pour moi, au-delà des exemples qu'on va explorer ensemble, c'est vraiment ce que je retiens. C'est-à-dire qu'il joue les gros bras avant, lorsqu'il est sur Truth Social, lorsqu'il parle à la Maison-Blanche et que Carney n'est pas à côté de lui. Et là, dès qu'il a quelqu'un qui est un petit peu... déjà qui est d'une intelligence pour comprendre comment il fonctionne, mais qui est là pour marteler certains faits et ne pas céder face à Trump, Trump, il s'effondre. Oui, et Trump joue son public. Il ne faut pas oublier que Truth Social, c'est même pas X, c'est sa propre plateforme où il parle à ses fans. Donc vraiment, c'est ça son public. Là, à la place, maintenant, il est face à Mark Carney qui parle couramment l'anglais, parfaitement, Ouais. avec ses... Carney, évidemment, il vient accompagné d'autres personnes qui parlent parfaitement l'anglais. C'est pas la même situation comme Zelensky, encore une fois, où Zelensky est en mode déjà de crise parce que voilà, il se retrouve en mode guerre, qui ne parle pas anglais au même niveau que Trump. Même, bon, on peut faire des blagues sur l'anglais de Trump. C'est pas une position de force pour Donald Trump. Et comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus facile d'envoyer en Truth Social à des gens qui adorent tout ce que tu dis qu'être face à quelqu'un qui est, comme tu as dit, d'intelligence et qui va te corriger s'il faut. C'est pas du tout le même Trump. Non, Donc, c'est important de voir ça. C'est un point extrêmement important, cette maîtrise de la langue. Il y a une autre chose, c'est que Mark Carney vient de la finance et c'est un monde que Trump, on le voit lorsqu'il reçoit à la Maison-Blanche n'importe quel patron de Wall Street, on sent que lui, il se considère comme un père
de ces gens-là, et c'est un monde qu'il respecte. Petite parenthèse, donc Thomas vient de dire, voilà, il s'adresse à ses supporters, c'est évident. Et donc, petite parenthèse, je vais vous montrer un autre exemple qui date d'hier, qui est sur Fox Business, lorsque Lutnick, qui est donc le représentant de Trump pour ces frais douaniers, etc., et qui est un ultra du frais douanier, même au sein du gouvernement MAGA, on languit quand il n'est pas là les week-ends pour essayer d'aller corriger son action, d'envoyer Bessent corriger son action, parce que c'est un gars qui est à la limite du contrôle, de savoir est-ce qu'il est là complètement dans sa tête. Vous allez voir encore une fois ce contraste de discours où là, il n'y a personne pour vous corriger. Vous êtes sur un plateau ami, Fox, et vous pouvez faire le bouffon, il n'y a pas d'autre mot, en parlant du Canada comme un pays socialiste que vous allez enfin mettre à terre. Voilà, c'est un discours complètement différent. Donc on va l'écouter et puis on revient sur le reste. Thank you very So Mark Carney, whom I've met as central banker, are you optimistic? Can we make a deal with Canada? I think it's really complex. I think this is really complex because they have been basically feeding off of us for decades upon decades upon decades, right? They have their socialist regime, and it's basically feeding off of America. I mean, the president calls that out all the time. Why do we make cars in Canada? Why do we do our films in Canada? Come on. So I think the president's going to have, I think it's going to be a fascinating meeting. I'm glad I'm going to be there listening, but it's going to be a fascinating meeting tomorrow. I just don't see how it works out so perfectly. But you're not going to bust up USMCA. That deadline is next year for the final review. Correct. So next year is coming. So a lot of things are going to be put into that. So if it's USMCA compliant, you're okay. I think for now it's okay, but I think what you should expect to see is a real revisiting of USMCA in a year because Donald Trump. Donc voilà, discours complètement radical. Le NEC est en train de... déjà, il parle du régime socialiste lorsqu'on parle du Canada. Je sais pas de quoi il parle, pour être tout à fait honnête, de régime socialiste en parlant du Canada en général. Mais surtout, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que globalement, il donne 2 ou 3 exemples pour décrire ce pays qui est le plus ancien allié, qui est l'ami du Canada. Il le décrit comme un parasite, oui. Qui bouffe sur le dos. Il le dit, hein, ils se nourrissent de nous. Ils bouffent sur le dos des États-Unis et c'est terminé. On a besoin de rien d'eux. On ne veut pas de leur voiture, comme si tout dépendait de si on voulait les voitures canadiennes ou pas. Quoi. Non, mais je ne comprends pas pourquoi c'est devenu le point, ça, numéro 1. Et surtout, ça n'en est pas un. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de marque de voiture au Canada. C'est une hérésie complète. Donne-moi un constructeur de marque de voiture canadien. Bien, voilà. Et même s'ils avaient des voitures, comme si c'était ça le standard de la relation entre le Canada et les États-Unis, quoi. Et donc, vous avez encore une fois ce discours complètement radical qui correspond au ton du message de Donald Trump, donc où on décrit le régime socialiste canadien comme étant un parasite. Alors, évidemment, ça nous fait rire, nous en premier et vous aussi dans le chat, mais souvent, comme vous le rappelle Thomas ou comme vous le rappelle Cody, pensez que pour une majorité des électeurs américains, pour une majorité des Américains, et c'est cette même majorité qui a voté pour Donald Trump, la seule source d'information, et ils ne vont pas vérifier au-delà, c'est ce qu'ils viennent de voir là. Donc, vous êtes un Américain au Nevada, à Pahrump, Thomas, vous êtes un Américain dans l'Ohio, dans l'Idaho, n'importe quel État, et vous vous intéressez pas, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, évidemment, vous ne lisez pas le New York Times ou le Washington Post, et vous avez quelqu'un qui vient avec un talent utilisé, martelé dans un langage que vous comprenez, qui crée une connexion émotionnelle, hein, c'est vraiment la clé de tout ça, en vous expliquant qu'en gros, c'est les pires salauds de l'autre côté de la frontière. Et donc, ça justifie, et attention, Trump, il va les mater, parce qu'en gros, il nous vend ça, c'est un hype,
c'est un hype man, notre côté l'unique. Il nous vendait ce meeting comme quelque chose en disant vous allez voir ce que vous allez voir, ça va chauffer. Ce qui est aussi, lorsqu'on revient dans le message de Trump, le sens de Trump en disant voilà, ça va être, je vais pas me laisser faire. Ils abusent de nous et ça va être, regardez la conclusion, il va arriver dans quelques minutes et ça va être my only question of consequence. C'est ma seule question importante. Le reste n'existe pas. C'est le seul sujet. Et puis, il arrive et là, Carney, comme je vous l'ai expliqué, va maîtriser l'art de la diplomatie. Donc, ce qui est l'art que n'importe quel chef d'État, quelle que soit sa couleur politique, doit avoir. Et Carney, là, formidable. Et sa fermeté. Et donc, Trump se retrouve dans des situations extrêmement compliquées où il va ranger dans sa poche une partie de son discours virulent et arrogant contre le Canada. On va lui demander, par exemple, s'il souhaite encore que le Canada devienne le 51e État. Et là, réponse lunaire de Trump, qui va expliquer, en parlant de tango, que oui, mais il faut être deux pour danser, et que donc, vu que le Canada veut pas, voilà, on écoute Donald Trump. So Mark Carney. Mr. President, Mr. Prime Minister, I'd like to get your response to this too. Mr. President, you have said that Canada should become the 51st state. Yeah. No. Well, I still believe that, but you know, it takes two to tango, right? But no, I do. I mean, I believe it would be a massive tax cut for the Canadian citizens. You get free military, you get tremendous medical cares and other things. There would be a lot of advantages, but it would be a massive tax cut. And it's also a beautiful, you know, as a real estate developer, you know, I'm a real estate developer at heart. When you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. When you look at that beautiful formation when it's together, I'm a very artistic person, but when I looked at that beauty, I said, that's the way it was meant to be. But, you know, it's, I do feel it's much better for Canada, but we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss it. I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizens, tremendously lower taxes, free military, which honestly we give you essentially anyway because we're protecting Canada if you ever had a problem. But I think, it would really be a wonderful marriage because it's two places that get along very well. They like each other a lot. Alors, avant de revenir sur la réponse et de la suite et de la manière dont Carney va réussir à s'emparer de tout ça, évidemment, oui, il est very artistic person. Et hier, il nous a expliqué qu'il était movie maker. Donc, oui, il est tout. Trump est tout, vous le savez. Et d'ailleurs, il a commencé je ne vais pas vous montrer l'extrait, en se vantant de la nouvelle décoration de la maison du bureau ovale, en lui disant à Carney, apprécie autour de toi, regarde comme c'est beau, c'est fait avec amour, la décoration a été faite with love and gold. Donc voilà, truc de fou. Mais bon. Avant de revenir cet extrait et de revenir sur la manière dont Carney va réussir à prendre les mots de Trump et à les retourner comme un champion du monde de judo contre lui, vous avez évidemment vu sa réaction où il se mord les lèvres, il se mord l'intérieur de la bouche, mais il sait qu'il ne veut pas. Malheureusement, Zelensky est passé par là et tout le monde a vu ce qu'il ne fallait pas faire. Comment il ne fallait pas parler avec Donald Trump. Il ne fallait pas l'interrompre, il ne faut pas partir sur des attaques personnelles, il faut le laisser terminer. On avait vu quand Macron était là, il avait fait ça. Macron était là, et je me permets de vous corriger, je vais prendre la parole et je vais corriger. C'est exactement ce qu'a fait Carney, c'est pas ce qu'avait fait Zelensky, qui n'a pas forcément cette expérience et cette éducation politique. Mais justement, il y a quelques minutes, mais quand je vous dis il y a quelques minutes, on l'a récupéré pendant la pause, bravo Thomas.
On a j'ai dit McCartney. On a Mark Carney qui est sorti et qui est en conférence de presse. Et évidemment, la première question qu'on lui a posée, c'était qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Vous savez, les moments où on le sent qu'il se mord les lèvres. On va l'écouter tout de suite. First question, première question. Good afternoon, Prime Minister. Tonda McCharles, Toronto Star. I was watching your face through the meeting in the Oval Office, and I wondered what was going through your mind when the President talked about erasing the artificial border and how he criticized your predecessor and Madam Freeland. Thank you for your question. I'm glad that you couldn't tell what was going through my mind as that was going through. With respect to the first point, the President has made known his wish. Ouais, donc vous voyez, la journaliste aussi l'a remarqué. On a remarqué votre tête. Et on voudrait savoir à quoi vous pensiez. Non, c'est mieux que vous ne pensiez pas, vous ne sachiez pas à quoi je pensais. Non, il n'y a pas besoin. C'était assez évident. Et donc, vous avez vu que Donald Trump, very artistic person, nous met en avant le fait qu'il était dans le développement, dans le real estate, dans l'immobilier. Et à partir de là, McCartney s'est dit tiens, c'est parfait. C'est l'ouverture que je voulais et donc il va s'emparer de cette excuse du real estate pour lui dire le Canada ne sera jamais en vente. Pourquoi ? Parce que si tu es dans le real estate, comme tu le sais, il y a des choses qui ne seront jamais en vente. C'est parti. First question, première question. They get along very well. They like each other a lot. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and what we can build together. And we have done that in the past. And part of that, as the President just said, is with respect to our own security. And my government is committed for a step change in our investment in Canadian security and our partnership. Alors, cet extrait vidéo, encore une fois, au-delà de la situation politique, au-delà de la couleur politique, au-delà des deux hommes, c'est un extrait vidéo qui sera utilisé dans les écoles façon Sciences Po, etc., de communication pour justement vous apprendre comment gagner un argument. La première chose, c'est que vous faites approuver ce que vous allez dire en disant mais oui, d'ailleurs tu viens de le dire, tu es jeune expert face à moi, donc l'expert c'est le moment, vous savez qu'en tant que spécialiste de l'immobilier qu'il y a des immeubles qui ne sont jamais en vente. Ah ouais, c'est vrai. Et là vous doublez dans ça en disant comme ici. Comme la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'il va dire ? Non, la Maison Blanche, c'est à vendre. Bon, non. Et à vendre, si tu payes, tu peux venir le voir. Mais bon, il s'est dit, ouais, je peux rien y dire là non plus. Donc voilà, boum, coup de génie, c'était très fort. Coup de génie, et donc de dire là-dessus, écoutez, le Canada ne sera jamais en vente. Et après, il a cette formule extraordinaire. Au lieu de dire les électeurs, il dit pendant la campagne, j'ai rencontré les propriétaires du Canada, hein, les owners qui ont voté pour moi. Et c'est clair que les propriétaires, ils ne veulent pas vendre. Et là, on voit à mesure quand il dit ça, mais regardez, Thomas va nous la passer derrière, ce langage corporel de Trump qui s'enfonce dans lui qui veut toujours projeter la force. On a l'impression que Mark Carney est à 30 cm de plus que lui. À la fin du discours, il est plus grand que lui. Lui se tient droit. Et vous regardez Trump, alors regardez les petites grimaces, il s'enfonce. Là, il a compris, il s'est fait piéger. Et voilà, il ne peut rien dire. C'est
politiquement, en termes de communication et politiquement, c'est du grand art. Et encore une fois, je ne vote pas au Canada, ça n'a aucun rapport avec l'étiquette politique de Carney, c'est juste en termes de communication. Je vous dis que ce moment-là, j'en suis certain, il sera étudié. Donc voilà, regardez. Oui, c'est vrai. Et puis bon, voilà. Donc message passé. Petit regard de Carney vers son conseiller. Regardez, quand il part sur la gauche, là, c'est que il le regarde tout à la fin. Et hop là, tu vois, je l'ai fait. Je l'ai dit. Mission accomplie. Donc, et où il est très très fort, encore une fois, c'est que Trump va rajouter, il y a une question qui va être posée, va rajouter un truc dessus en disant ouais, il ne faut jamais dire jamais, parce que lui il est très fort dans les formules, ou peut-être c'est le titre du film James Bond qui l'intéresse. Mais en tout cas, il dit ouais, never say never, et on entend que Carney est venu là. La seule raison de ce voyage, c'est de montrer aux électeurs qu'ils ont bien fait de voter pour lui et que on peut discuter de tout. Il est là pour discuter de tout. Il est là de discuter pour de commerce entre les deux pays, de la défense entre les deux pays, de l'armée, de la sécurité nationale, de la frontière. Mais il sera intransigeant sur ça. C'est-à-dire que même lorsque Trump revient en disant never say never, il dit non, jamais. Vas-y. Jamais à vendre. Ça Just they get along very well. They like each other a lot. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now. Is there anything the Prime Minister can say to you today to change your mind on tariffing Canada? Tariffing cars? Tariffing Canada. Is there anything he could say to you in the course of your meeting? Ouais, c'est pas la bonne vidéo. On en a beaucoup. Je sais pas comment je l'ai titré, mais donc en tout cas, ouais, c'est peut-être celle-là. Very friendly. This is not going to be like we had another little blow up with somebody else. That was a much different. Ouais, donc on va regarder la prochaine vidéo où justement Trump revient sur Zelensky en disant non, mais là, bon, j'accepte la discussion parce que ça ne s'est pas passé pareil. Ce n'est pas une dispute, c'est une discussion sur l'importance de la part de Carney d'avoir maîtrisé ces règles-là. Vas-y, Thomas. This is very friendly. This is not going to be like we had another little blow up with somebody else. That was a much different. This is a very friendly conversation, but we want to make our own cars. We don't really want cars from Canada, and we put tariffs on cars from Canada. And at a certain point, it won't make economic sense for Canada to build those cars. And we don't want steel from Canada because we're making our own steel, and we're having massive steel plants being built right now as we speak. We really don't want Canadian steel, and we don't want Canadian aluminum and various other things because we want to be able to do it ourselves. And we, because of, past thinking of people, we have a tremendous deficit with Canada. In other words, they have a surplus with us. And there's no reason for us to be subsidizing Canada. Canada's a place that will have to be able to take care of itself economically. I assume they can. I will tell you that Trudeau, when I spoke to him, I used to call him Governor Trudeau. I think that probably didn't help his election. But when I spoke to him, I said, so why are we taking your cars? Why are we taking we want to make them ourselves. I mean, I said, and if the price of your cars went up, or if we put a tariff on your cars of 25%, what would that mean to you? He said, that would mean the end of Canada. He actually said that to me. And I said, that's a strange answer, but I understand his answer. But no, I mean, it's hard to justify subsidizing Canada to the tune of maybe $200 billion a year. We protect Canada militarily, and we always will. We're going to, that's not a money thing. But we always will. But, it's not fair. But why are we subsidizing Canada $200 billion a year, or whatever the number might be? It's a very substantial number. And it's hard for the American taxpayer to say, gee whiz, we love doing that. Thank you very much. We're going to have a very substantial... Thank you.
Alors là, c'est la fin, vous l'avez compris, et c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un espèce de rant complètement incohérent. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il parle de tout. Il commence par Zelensky, il parle sur gouverneur Trudeau qui n'a pas bien réussi dans ses élections. Il n'était pas candidat. Et puis, il mélange énormément de choses. Et là encore... ça avait été une force parce qu'il y a eu un autre moment où il en parle aussi en amont. Ça a été un moment fort pour Carney. Ça a été de se concentrer sur ce qui est important. Parce que ce qui est fou quand on a cette espèce de logorée verbale sans fin où tout est dit et vous avez à côté Carney qui effectivement le laisse dire, mais regardez le regard, regardez les sourires, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Ça a lancé, ça a donné les occasions, et ça aussi c'est un point positif à mettre au bénéfice de Carney, de faire du fact-checking. Et on avait vu, rappelle-toi, on l'avait montré l'extrait, lorsque Macron avait été un des premiers invités à la Maison-Blanche au Bureau Oval, ça avait été un des rares qui avait fait ça aussi en direct, de dire non, mais attendez, là vous venez de dire ça, c'est faux. Et on va écouter la manière, pour conclure cette séquence, la manière dont Carney, le Premier ministre Carney, Premier ministre du Canada, a corrigé Donald Trump sur ses points de propagande. Lorsque on revient à ce que disait Lundnik tout à l'heure, lorsqu'il explique que c'est les États-Unis qui font vivre le Canada avec ces fameux 200 milliards de déficits commerciaux, et que en gros le Canada, un régime socialiste, est un parasite. Écoutez le fact-checking. Sure, I would. But this is not necessarily a one-day deal. This is over a period of time they have to make that decision. Yes, go ahead. Yeah, if I may. Respectfully, Canadians' view on this is not going to change on the 51st state. Secondly, we are the largest client of the United States in the totality of all the goods. So we are the largest client of the United States. We have a tremendous auto sector between the two of us, and the changes that made have been helpful. 50% of a car that comes from Canada is American. That's not like anywhere else in the world. And to your question about is there one thing? No, this is a bigger discussion. There are much bigger forces involved, and this will take some time and some discussions, and that's why we're here, to have those discussions, and that is represented by who's sitting around the table. See the conflict. On voit encore une fois la force du ton qui est posé, de dire voilà, premièrement, parce que c'est là où Trump était reparti dans son délire de 51 États en disant que jamais, grand jamais, on sait jamais, et puis les gens peuvent changer d'avis. Et chaque fois qu'il a eu l'occasion, Carney a fermé la porte en disant non, premièrement, il n'y aura pas de 51e État. Et deuxièmement, lorsqu'on est en train de nous expliquer en gros qu'on est en train de manger sur votre dos, non, dans la réalité, nous sommes le plus gros client qui achète des produits aux États-Unis. Donc voilà. Et tu l'as dit très clairement et rapidement, à chaque fois, c'est une phrase. C'est pas comme Trump où on se perd dans le weave de 2 minutes de réponse. Non. Donc voilà, donc ça c'était juste avant l'émission, mais on voulait évidemment revenir sur tout ça. C'est l'effet aussi, lorsqu'on vous parle de journal des vaguelettes et lorsqu'on vous met en avant les efforts menés par les uns par les autres, vous voyez, chers amis du Canada, chers amis du Québec, vous avez voté. Je sais que beaucoup d'entre vous, parce que c'est le cas de nombreux de mes amis au Québec, qui ont voté souvent pour la première fois pour un candidat libéral, qui ont voté pour la première fois pour un candidat qui vient du monde de la finance, qui ont fait ce choix-là, parce qu'ils se sont dit c'est notre devoir de vaguelette de voter pour le candidat qui tiendra tête à Donald Trump. Je pense que lorsque aujourd'hui vous regardez ça, vous pouvez dire tiens, mon action de vaguelette, elle a créé cet océan d'espoir qui fait que même Trump, il est obligé de dire non, mais vous l'avez entendu peut-être pas dans son long délire. Il précise
parce qu'il avait fait un espèce de sous-entendu 2 ou 3 fois sur Fox News, d'expliquer que peut-être même l'aide militaire au Canada, c'est quelque chose sur lequel il allait s'asseoir. Et là, il est obligé publiquement de dire, de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'armée, ça n'a rien à voir, on protégera toujours le Canada. Donc, c'est au départ, vous avez fait votre devoir de vaguelette et regardez ce qui vient de se passer. C'est une victoire pour le Canada. Victoire pour le Canada, victoire de David le Castor. Comme on l'avait prévu, hein, on sent que Goliath est complètement en train de s'enfoncer dans son fauteuil et qu'on a senti aussi, Thomas le disait en regardant, l'âge de Trump, hein, lorsqu'il parle, l'âge de Trump, malgré le maquillage. Donc, victoire de David le Castor et victoire des vaguelettes. Merci à vous, chers amis de Montréal, de Sherbrooke, de Laval, d'un petit peu de partout, du Gatineau, un petit peu de partout au Québec. Bravo, bravo à vous. Allez, on fait une petite pause et on va dans la tête de Donald Trump. À tout de suite.